first I tried to make it nice, right? I was holding parties there for one thing. Nothing was working. I was trying to find something that worked that would make them shut up. I was trying to find something that would make them behave. But it was painful to them. I hope so. Dans les années 80, Gary Heidnik a créé une usine de bébés dans le sous-sol de sa maison. Trying to figure out what the hell to do, you know? What the to do, you know? I started chopping up the body. Voici le récit de son terrifiant projet et celui de ses captifs qui ont tout fait pour déjouer ses plans. Allô tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire absolument incroyable de Gary Heidnik. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de lui. Si c'est la première fois, je vais vous faire rentrer dans son monde. Et si vous avez déjà entendu, écoutez, j'espère que je vous apporterai des infos complémentaires. Je veux absolument rien vous spoiler. Donc, on va y aller directement comme ça. Je vous propose de vous lancer, de me faire confiance. C'est une histoire vraiment absolument incroyable. Dans le fond, je pense que la vidéo va être assez longue. Donc prenez-vous un petit café, prenez-vous des petites grignotines, installez-vous confortablement. Voilà, j'en dis pas plus. Let's go. Notre histoire commence avec Josefina Rivera. C'est une jeune femme qui a 25 ans et qui vit à Philadelphie, aux États-Unis. Alors, je vais vous parler un petit peu de cette femme-là. En fait, Josefina, elle a grandi dans un milieu qui est assez pauvre. Elle a été abandonnée par ses parents, mais elle a été ensuite recueillie par sa mère adoptive, avec qui elle s'entendait super bien, elle l'aimait beaucoup, puis sa mère l'aimait aussi. Josefina, c'est une adolescente afro-américaine qui se confronte au racisme très tôt à l'école. Mais malgré ses difficultés à s'intégrer, elle a quand même de très bons résultats. Elle est aussi très forte en musique, elle fait du saxophone, du piano, elle se met à la danse, un milieu dans lequel elle excelle aussi, jusqu'à devenir cheerleader. Et petit à petit, elle devient populaire. Mais c'est une adolescente curieuse et à cet âge-là, des fois, tu veux tester des choses, t'expérimentes certaines choses, dont les drogues. Et elle essaye un peu tout et elle tombe pas mal dedans jusqu'à ce que des amis à elle lui proposent d'essayer le crack. Le crack, c'est une drogue super forte, super addictive. Donc elle essaye ça et au début, elle trouve ça super génial, c'est une super sensation, mais malheureusement, elle tombe très vite dans l'addiction. Et puis c'est une époque où il y a très peu de prévention, l'information, il y en a très peu, on est en plus dans un quartier qui est assez pauvre. Bref. Et la drogue, ça coûte cher, alors Josefina a besoin d'un moyen rapide pour faire de l'argent et elle se tourne vers la prostitution. Les années passent et Josefina est maintenant mère de 3 enfants, c'est une travailleuse du sexe et elle fait ce qu'elle peut pour subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants. Ses gros problèmes de toxicomanie l'ont totalement dépassée et malheureusement, elle perd la garde de ses enfants qui sont placés dans une famille d'accueil. Et après que ses enfants soient placés, le juge lui dit qu'elle pourra récupérer ses enfants si elle redevient clean. Et ça fait un déclic pour Josefina. Elle se dit que tout ça, c'est aller trop loin, que ça peut plus durer, et puis elle veut offrir une belle vie à ses enfants, donc il faut faire quelque chose. Elle prend alors la décision de plus toucher à la drogue, peu importe à quel point ce sera dur. Pour ce qui est de son travail, elle a besoin de faire encore un peu d'argent, tout peut pas se faire en un claquement de doigts, donc elle décide de continuer pendant l'hiver, le temps de faire un peu d'argent, puis après, elle arrête tout ça. Pleine de nouvelles résolutions, elle s'en va travailler le soir du 26 novembre 1986 dans les rues de Philadelphie. Mais ce jour-là, elle croisera un homme qui fera basculer son destin. Josefina ne rentrera pas à la maison. Elle disparaîtra subitement sans laisser aucune trace. C'est le soir, il est 9h environ et Josefina marche dans l'attente d'un client. Et elle attend pas très longtemps puisque 10 minutes plus tard, une voiture s'arrête devant elle. C'est une Cadillac, une belle voiture, et un homme ouvre la fenêtre. Il a l'air d'un gars normal, il s'appelle Gary, et il lui demande si elle veut aller chez lui. Une des règles d'or de Josefina, c'est de jamais aller dans la maison des clients. Sauf que le gars lui dit qu'il est trop grand pour faire ce qu'ils ont à faire sur la banquette arrière de sa voiture et qu'en plus de ça, sa maison est à seulement 15 minutes de là. Et puis, il lui propose de la payer 50 $. Et 50 $, c'est la somme qu'elle comptait faire pour toute la nuit, alors elle accepte. Ils arrivent devant la maison de l'homme au 3520 North Marshall Street. C'est un coin assez mal fréquenté, il y a pas mal de dealers, beaucoup de déchets dans la rue, mais Josefina, elle a l'habitude de ça, donc elle n'est pas effrayée plus que ça. Elle remarque que la clé de la maison est bizarre. Gary tient la moitié de la clé dans sa main et en fait l'autre moitié est dans la serrure. La clé est brisée en deux. Et il met la tête de la clé dans la serrure pour
pour ouvrir la porte et ça fonctionne. On apprendra plus tard qu'il a cassé la clé dans la serrure pour que personne d'autre ne puisse entrer. Elle regarde à l'intérieur de la maison et elle remarque des détails de plus en plus étranges. Il y a des petites pièces qui sont accrochées, scotchées au mur et sur tout un couloir, il y a des billets de 1 et 5 dollars. C'est une déco très bizarre. Il monte à l'étage et elle fait ce qu'elle a à faire avec cet homme-là. Mais alors qu'elle remet ses vêtements, il arrive par derrière et il l'étrangle. Là, elle crie, elle essaye de se débattre, mais lui, il continue, il serre de plus en plus fort et elle commence à perdre connaissance. Et il profite de ce moment-là pour lui passer les mains derrière le dos, il lui met des menottes au poignet et il la traîne dans toute sa maison jusqu'à son sous-sol. Joséphina, elle est un peu sonnée, mais elle regarde autour d'elle. Et là, donc, elle se trouve dans un sous-sol qui est extrêmement gelé. C'est la première chose qu'elle remarque, il fait super froid et quand elle marche sur le sol, qui est comme un sol cimenté, elle a l'impression de marcher sur un bloc de glace. Et puis elle est toute nue à ce moment-là. Ensuite, elle remarque une odeur de moisi humide. Elle voit aussi une petite fenêtre en hauteur qui est comme calfeutrée, bouchée, pour que personne ne puisse regarder à l'extérieur et pour que personne ne puisse voir à l'intérieur et qu'aucune lumière n'entre. En fait, la seule source de lumière, c'est une petite ampoule qui est au plafond et c'est tout. Joséphina remarque aussi qu'il y a un congélateur sur le côté qui ressemble étrangement à un cercueil, ce qui s'avérera plus tard être le cas. De l'autre côté de la pièce, il y a un billard usé, un vieux billard avec le dessus tout abîmé. C'est vraiment une pièce qui a l'air abandonnée. Mais un détail retient tout particulièrement son attention. Il y a un trou dans le sol, un trou de la taille d'un être humain. Gary, très calmement, lui passe des chaînes aux chevilles, il met de la colle dessus pour les solidifier et il accroche les chaînes sur un crochet au mur. C'était des chaînes qui étaient assez longues, donc elles pouvaient se déplacer dans un rayon assez large dans la pièce. Et si je vous explique ça, c'est parce que Gary, juste après avoir enchaîné Joséphina, qui est terrorisée, l'attrape et la jette dans le trou. Mais elle est trop grande, elle passe pas. Alors il commence à lui taper sur la tête pour la pousser dans le trou, il frappe fort et il finit par y arriver. Là, il referme le trou avec des planches et des sacs de sable et il part. Et imaginez ça, Joséphina, elle a de l'asthme, elle est dans ce trou, elle peut pas bouger, elle peut presque pas respirer, mais elle se laisse pas abattre et là elle crie de toutes ses forces pour que quelqu'un vienne l'aider. Mais personne ne l'entend. Et ça, c'est pas seulement parce que Gary l'a très bien caché, si on peut dire, mais c'est aussi parce qu'à l'étage, il y a une radio qui passe de la musique super fort pour couvrir les bruits. Des fois, il y a de la musique hard rock, enfin, la musique est très forte et c'est intentionnel, c'est pour couvrir les cris. Il revient quelques heures plus tard et il la sort enfin de là. Là, il lui donne à boire et il lui donne un vieux matelas sale qu'il pose sur le sol. À partir de ce moment-là, ce sous-sol, ce sera son lieu de vie. Elle sera abusée régulièrement dans cet endroit et si elle se montre trop rebelle, Gary la mettra dans le trou. Et il revient jour après jour avec du matériel de forage et il agrandit le trou. Et pendant qu'il creuse, il parle à Joséphina. Il lui explique calmement qu'en fait, il veut une grande famille et que c'est pour ça qu'elle est là. Il lui dit qu'il avait des enfants avant, mais que l'État, en fait, lui a enlevé ses enfants et que aujourd'hui, il a un plan et que ça pourrait plus arriver. Et Joséphina, elle n'est que le début de son plan. Il lui dit « Tu n'es que le commencement. Je vais prendre 10 filles pour faire des enfants et les élever ici pour que personne ne vienne nous déranger. Je préfère les femmes noires et celles qui ne sont pas trop intelligentes. Mais peut-être que j'ai fait une erreur avec toi. Tu n'es pas bête. » Elle réalise alors qu'elle est la première d'une longue série à être enfermée dans ce donjon. Et elle aura raison. Ça fait plusieurs jours maintenant que Joséphina est captive, mais aucune recherche n'est lancée. Et pour cause, c'est une femme noire dans les années 80, une travailleuse du sexe en plus, donc elle est vraiment livrée à elle-même. Un jour, alors que Gary était absent, Joséphina regarde la petite fenêtre, vous savez, la seule petite fenêtre qu'il y avait dans le sous-sol et qui était calfeutrée. Et elle se dit que c'est le moment ou jamais. Elle réussit à l'atteindre, comme ses chaînes étaient longues. Elle enlève tout ce qui cache la fenêtre, les sacs de sable et les panneaux en carton, tout ça. Mais la fenêtre est trop petite, donc elle ne peut pas sortir. Alors elle glisse la moitié de son corps par la fenêtre et elle se met à crier de toutes ses forces. Pas de réponse. Et puis, elle se met à crier en espagnol. Toujours pas de réponse. Elle entend dans la rue des gens qui marchent, elle entend du bruit, il y a clairement de l'activité. Mais personne ne lui répond, personne ne l'a entendu, sauf une personne, son ravisseur Gary. Il débarque dans le sous-sol, il tire sur sa chaîne et il lui dit que si jamais elle recommence ça, il la tuera, et puis il rebouche la fenêtre. Et c'est fou parce que si une seule personne était arrivée à ce moment-là,
tout ce qui est arrivé dans la suite de cette histoire aurait pu être évité. En tout cas, Joséphine est maintenant captive depuis 1 mois. Ce jour-là, elle est dans la fosse, dans le trou qui est creusé au sol. Et la fosse, elle a grandi pas mal depuis ce dernier mois. En fait, elle est assez grande pour contenir un matelas au fond du trou et pour que Joséphina puisse y être allongée. Donc elle est dans ce trou et ça fait plusieurs heures que Gary n'est pas allé la voir. Elle n'a pas d'eau, pas de nourriture. Et puis, elle entend des bruits de pas. Gary enlève les planches qui couvrent le trou, sort Joséphina et lui présente une nouvelle femme, Sandra. 3 décembre 1986, Sandra Lindsay, 24 ans, arrive terrorisée dans le sous-sol glacé de Gary. Sandra, c'est une jeune femme afro-américaine qui vivait à l'Institut de réhabilitation Elwyn. En fait, c'est un endroit où on se fait aider quand on a des capacités mentales réduites, donc quand on a besoin d'aide. Et elle était là-bas. Sandra, c'est une fille gentille, douce. C'est une fille qui donne sa confiance assez naturellement. C'est vraiment une gentille fille. Elle a des très bons rapports avec sa mère et avec sa sœur également. Dans sa vie, ça va plutôt bien. Malheureusement, Gary l'a enlevée à l'institut et comme avec Joséphina, il l'a emmenée chez lui, il l'a abusée d'elle et ensuite il l'a étranglée. Donc Gary enchaîne Sandra de la même manière qu'il l'avait fait avec Joséphina. Il agresse sexuellement les 2 femmes et ensuite il retourne creuser son trou. Les jours passent et leur enfer, il fait que commencer. Il fait un froid glacial dans ce sous-sol et elles n'ont aucune couverture, donc elles se tiennent l'une contre l'autre pour se tenir chaud. Au bout d'un moment, Gary leur donne un t-shirt à chacune, mais ça aide pas beaucoup. Elles passent la majorité de leur temps dans le trou et de temps en temps, quand elles sont calmes, Gary les sort du trou et il leur amène un petit poste de télé en noir et blanc, puis les autorise à regarder la télé pendant quelques heures. Elles prennent pas de douche, elles ont que des petites toilettes portatives pour se soulager, des lingettes humides pour se doucher, elles sont affamées, elles sont déshydratées. Gary leur donne vraiment n'importe quoi pour manger. De temps en temps des hot dogs, mais la plupart du temps des crackers, des tranches de pain, des fois rien du tout. Et puis la fosse continue de grandir. Un jour, il décide d'accrocher un crochet au plafond du trou. Le trou, c'était comme rendu une salle maintenant. Et au bout, il a mis une menotte. Et en fait, l'objectif de ce truc-là, c'était de punir les filles. Il les accrochait sur la menotte. Elles étaient à demi suspendues et elles ne pouvaient pas bouger, elles étaient juste suspendues là. Gary s'assure de laisser tourner la radio super fort, jour et nuit, pour couvrir tous les cris. Et quand elles étaient trop rebelles, il les mettait dans la fosse où il les laissait là pendant des heures, voire des jours, jusqu'à ce qu'il estime qu'elles pouvaient être libérées. Et alors, il arrive un truc incroyable. Un jour, les filles entendent frapper à la porte d'entrée de la maison. Malgré le bruit de la radio, elles entendent frapper. Gary parle avec les gens dans l'entrée 10 minutes environ. Ensuite, les gens repartent. Et Gary descend au sous-sol pour leur dire que c'était juste des voisins. Mais c'était pas des voisins. Quand cette affaire elle sera révélée, on découvrira que c'était effectivement pas des voisins, mais la mère et la sœur de Sandra qui la recherchaient. C'est fou, elles étaient à ça de trouver Sandra qui était juste là. Mais comment elles sont tombées sur l'exacte bonne maison, ça on va y revenir un petit peu plus tard. Et vous allez voir, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Un jour, son sadisme monte d'un cran. En fait, il comprend que les filles l'entendent quand il fait des allers-retours dans la maison, quand il s'en va, quand il revient, malgré la radio. Et ça lui plaît pas du tout. Il décide de prendre un tournevis et de les rendre sourdes. Mais ça va pas bien marcher. Et donc il va pas aller au bout de la procédure. Mais ça va être une véritable torture pour Joséphina et Sandra. Pendant 1 mois, elles sont seules, ensemble, et elles essayent de survivre. Lisa Thomas arrive dans le sous-sol 19 jours après l'arrivée de Sandra, le 22 décembre 1986. Lisa, elle a 19 ans et elle est mère de 2 enfants. Et c'est une fille qui a dû quitter l'école assez tôt. En fait, elle a quitté l'école parce qu'elle est tombée enceinte. Mais si elle n'est pas très éduquée, c'est quand même une fille très intelligente avec une grande capacité d'adaptation. C'est une fille qui se débrouille très bien dans la vie, elle est très débrouillarde. Donc ce jour-là, Lisa, elle marchait dans la rue pour se rendre chez un ami. Et puis au bout d'un moment, il y a une voiture qui s'est arrêtée devant elle. Et en fait, c'était Gary. Et Gary lui demande ses tarifs. Sauf que Lisa, c'est pas une travailleuse du sexe. Et Lisa se fâche et l'homme, pour s'excuser, il lui propose de lui faire un lift, il lui propose de l'amener chez l'ami chez qui elle se rendait. Elle accepte et elle monte dans la Cadillac blanche de Gary.
on l'a plus revue après ça. Les 3 filles sont donc dans le sous-sol, Gary est remonté à l'étage, et là Josefina explique à la nouvelle venue où elle est, à quoi elle peut s'attendre, et surtout, elle lui dit que si elle fait tout ce que Gary lui demande, ça devrait aller. Et cette technique a l'air de plutôt bien marcher. Josefina, une fois, elle le complimente même sur son t-shirt, et les filles constatent qu'il aime ça en fait, il se radoucit, il devient plus agréable, entre guillemets. Personne n'avait de plan d'évasion en tête à ce moment-là, mais une idée germe alors dans la tête de Josefina. Gagner la confiance de Gary, ça pourrait être un atout de taille. Et les filles, elles commencent à voir Josefina comme la maman du groupe. Déjà parce qu'elle est plus âgée, mais aussi parce qu'elle est là depuis plus longtemps. Et puis elle essaye de les rassurer, elle connaît toute la routine de ce gars-là, donc elle est pas mal un repère pour les autres filles. Mais ça tardera pas avant qu'une 4e victime ne les rejoigne. Le 2 janvier 1987, Deborah Dudley, 23 ans, arrive dans le sous-sol. Et quand les filles la voient arriver, elle n'est pas du tout étourdie ou terrifiée comme les autres. Elle se débat, elle frappe Gary, elle est en colère, elle est vraiment, vraiment en colère. Elle est un peu plus musclée que les autres, elle a beaucoup d'énergie, elle se laisse vraiment pas faire. Deborah, elle n'a pas eu une vie facile. En fait, elle a été abusée à peu près toute sa vie et elle a dû grandir vite, elle a dû apprendre à se débrouiller, à survivre en fait. Et quand elle a croisé la route de Gary, elle se prostituait. Retour au sous-sol, Deborah est maintenant enchaînée comme les autres. Et cette Deborah, elle entre pas dans le jeu des autres filles. Elle brosse pas Gary dans le sens du poil et du coup, elle se fait malheureusement beaucoup plus punir que les autres. Mais comme ces punitions ne calment pas Deborah, Gary décide que lorsqu'une se comportait mal, toutes iraient dans la fosse. Parce que la fosse était maintenant assez grande pour contenir toutes les filles. Alors, il a commencé à avoir des tensions dans le groupe de filles, évidemment, des désaccords sur la manière de se comporter avec Gary. Clairement, Gary, il les manipulait. À un moment donné, il voulait frapper Deborah, mais il en avait trop marre. Alors, il a demandé aux autres filles de frapper Deborah à sa place. Et chaque fille avait un rôle de chien de garde à tour de rôle. En fait, elle devait dénoncer celle qui se comportait pas bien. Et si jamais elle dénonçait personne, alors elle se faisait toute battre. Il savait très bien ce qu'il faisait. Des fois, pour les torturer psychologiquement, Gary, il se déguisait en officier de police, puis il descendait, les filles croyaient qu'on venait les libérer, et finalement, il les battait. Donc il jouait vraiment avec leur esprit. Et pendant tout ce temps, Gary continue à vivre comme une personne normale. C'est fou. Il a des petits amis qu'il reçoit chez lui à l'étage comme si de rien n'était. Il adopte des chiens aussi, qui traitent d'ailleurs mieux que ses captives au sous-sol. Et ces chiens lui donnent une idée. Il décide de nourrir les filles avec de la nourriture pour chiens presque exclusivement. 16 jours après l'arrivée de Deborah, Jacqueline Haskins arrive. Jacqueline, c'est la plus jeune des victimes. Elle a une allure très frêle, elle est très mince. Et quand elle arrive dans le sous-sol, elle manque presque de rater des marches. Enfin, elle a une allure très, très fragile. Jackie, c'est une travailleuse du sexe de 18 ans. Et elle a le caractère d'une jeune fille, comme on peut l'imaginer un peu. Elle est assez innocente, malgré son travail, ce qui est tant mieux pour elle, dans un sens. Mais elle n'avait pas aussi trop conscience du danger. Et quand elle se retrouve seule avec les autres et que les filles lui expliquent ce qui est en train de se passer, elle a du mal à y croire. Elle n'y croit pas du tout, en fait. Et même Deborah, qui est un peu à part des autres, elle a un peu pitié pour elle. Parce que c'est vraiment une fille jeune et elle se retrouve dans cette situation. C'est vraiment très, très triste. Malheureusement, elle va vite comprendre que cette situation, c'est sa réalité parce qu'elle va subir les mêmes sévices que les autres. Il y a maintenant 5 femmes dans le sous-sol de Gary. 5 femmes qu'il abuse régulièrement et qu'il force à avoir des relations sexuelles entre elles. 5 femmes dans la même région qui ont été enlevées et aucune recherche. Pas de panique, pas de tollé médiatique et ça, Gary, il le savait. En enlevant des femmes afro-américaines venant de milieux pauvres, il savait qu'il n'y aurait pas de recherche. Ça fait 2 mois que Josefina, la première victime, est tenue captive. Et elle décide d'établir une stratégie de survie. Elle commence à montrer de l'excitation à chaque fois que Gary la désigne comme responsable. Elle est gentille avec lui et ça marche bien. Il veut plein de bébés, donc il doit se sentir très seul. Du coup, elle joue la carte de la bonne amie. Elle lui dit qu'elle veut l'aider, elle lui apporte un peu de réconfort. Et petit à petit, tout doucement, il commence à lui faire confiance. À l'anniversaire de Josefina, Gary lui apporte un gâteau et une paire de chaussons. Il offre de la nourriture chinoise et du champagne pour que tout le monde puisse fêter avec Josefina. Donc Josefina, avec sa stratégie, elle réussit à obtenir des faveurs et à en faire profiter aux autres.
Et là, il se passe quelque chose de surréaliste. Dans ce sous-sol où 5 femmes enchaînées, sous-alimentées sont retenues captives, une fête d'anniversaire est organisée. Imaginez l'ambiance. Malheureusement, ce moment-là, c'était juste une parenthèse avant que la situation ne tombe encore plus dans l'horreur. Au début du mois de février, Sandra a été mise dans le trou, mais elle a désobéi à Gary en essayant d'en sortir. Donc pour la punir, il l'a mis sur ce fameux crochet qu'il avait installé dans le plafond de la fosse avec la menotte au bout. Elle se retrouve accrochée avec la menotte à demi suspendue. Et il la laisse là, sans eau et nourriture. Une semaine plus tard, Sandra était malheureusement décédée. Et on va sortir de sous-sol un instant pour que je vous parle d'une histoire incroyable qui se passait à l'extérieur et qui aurait pu encore une fois changer tout le cours de ce récit. Vous vous souvenez, je vous disais que la mère et la sœur de Sandra étaient venues frapper à la porte de Gary un peu plus tôt. Vous vous demandez peut-être comment elles sont arrivées jusque-là. Préparez-vous à être fâchés, en tout cas, moi ça m'a mis les nerfs. La mère de Sandra, Janet, savait que Gary l'avait enlevée. Elle avait été voir la police et elle avait expliqué qu'un homme du nom de Gary Heidnik traînait souvent à l'institut où Sarah était internée. Vous savez, l'institut Elwyn. Et ce Gary-là venait souvent la visiter. Sandra elle considérait cet homme-là comme un ami et ils faisaient souvent des activités ensemble, comme aller au McDonald's, ce genre de choses. C'était d'ailleurs plus qu'un ami parce qu'ils ont eu des rapports sexuels ensemble. Sandra, elle avait vraiment confiance en cet homme-là, mais pas Janet, sa mère. Elle connaît l'adresse de sa maison, donc elle la donne aux policiers. C'est le 3520 North Marshall Street. Les enquêteurs, ils vont frapper à la porte de Gary, mais personne ne répond. Alors, ils font demi-tour et ils s'en vont. Ils ont refusé de fouiller la maison, ils ont refusé de parler au propriétaire. Ils sont juste partis. Alors que Sandra, elle était juste là, sous leurs pieds. Elle était juste à côté d'eux. Quelques jours plus tard, Janet reçoit une lettre de Sandra. « Chère maman, je vais bien. Je suis à New York et je te tiens au courant bientôt. Ne t'inquiète pas, bisous, Sandra. » Gary avait obligé Sandra à écrire cette lettre-là et il l'avait même fait tamponner de New York pour qu'elle ait l'air plus crédible. Mais Janet, la mère de Sandra, elle croit pas à cette lettre. Alors elle l'amène au poste de police et elle leur montre. Et là, il aurait suffi que les policiers entrent le nom de Gary Heidnik dans leur logiciel pour découvrir que cet homme-là, il avait un passé criminel à faire froid dans le dos. Mais ils ont mal éplé le nom de Gary Heidnik. Du coup, ils ont juste rien trouvé. La police se base donc sur la lettre que Janet leur a apportée et il conclut que la jeune femme, qui est handicapée mentale, a fait une fugue et il ferme le dossier. On retourne dans le sous-sol de Gary et on retrouve la pauvre Sandra sans vie. Quand Gary il a réalisé qu'elle était morte, il a juste dit « quel gaspillage de bébé ». Et c'est incroyable parce qu'il la voyait vraiment comme un animal reproducteur alors qu'il la connaissait depuis des mois, voire des années en fait. Gary se demande alors qu'est-ce qu'il va faire du corps parce qu'il sait que la famille recherche Sandra et il veut pas jeter ses restes quelque part où il puisse être identifié. Alors il force les filles à démembrer Sandra pour qu'elle soit toute impliquée. Il met les plus grosses parties dans le congélateur, mais évidemment l'odeur elle commence à être insupportable et ça alerte les voisins. It smelled awful. It's coming from Gary's house. And my father says, it smells like a dead body. It's disgusting. So we called the police because we couldn't get anybody to answer the door. Ils se plaignent et la police vient. Les officiers remarquent que les stores de la maison sont tous fermés et qu'effectivement, il y a une odeur très forte. Gary leur dit qu'il s'est endormi pendant qu'il cuisinait et en fait, il a brûlé un rôti. Et l'officier le croit. Il cherche pas davantage et il s'en va. S'il avait regardé d'un peu plus près, il aurait trouvé 4 femmes captives dans un sous-sol. Encore une occasion ratée pour la police d'arrêter les horreurs de Gary. Et vous allez voir qu'il y a de nombreuses occasions comme celle-là. Et j'ai du mal à comprendre, je sais pas pour vous, mais entre l'odeur d'un rôti brûlé et l'odeur d'un corps en décomposition, il y a quand même, j'imagine, une grande différence. C'est fou qu'il ait pas, que ça ait pas alerté les officiers. En tout cas, j'ai jamais senti de corps en décomposition, mais j'imagine que l'odeur doit être très spéciale. En tout cas, la police, elle s'en va et Gary retourne à la cuisine. Et là, il va cuisiner les restes de Sandy. Il va les donner aux chiens et aux filles. Deborah, qui était toujours aussi rebelle, a insulté Gary quand il est redescendu au sous-sol. Alors Gary, il a pris Deborah avec lui, il l'a montée à l'étage et il l'a amenée dans la cuisine. Là, il lui a montré une casserole dans laquelle il y avait la tête
de Sandra. Il lui a dit que ce serait elle si jamais elle se comporte mal. Alors là, Deborah, elle est redescendue au sous-sol, pétrifiée, livide. Elle explique ce qu'elle vient de voir aux filles et évidemment la terreur s'empare du groupe et elles se disent toutes que ça pourrait être elles les prochaines. Et Gary il profite de cette terreur qui empare les filles. Il continue à les monter les unes contre les autres. Il va leur offrir des récompenses par exemple dès qu'une dénonce l'autre. Donc il va vraiment créer ce climat de tension et les filles vont se faire de moins en moins confiance. C'est triste parce qu'elles se soutenaient toutes au début et d'ailleurs quand tu es dans ce genre de situation, un soutien humain c'est super important. Donc c'est une grosse torture psychologique que Gary les fait subir. Et puis Gary conçoit une nouvelle méthode de punition. Il remplit la fosse d'eau, il met des fils électriques à l'intérieur qui relient à des interrupteurs et dès qu'une fille se comporte mal, il la plonge dans l'eau et il l'active puis il éteint l'interrupteur par intermittence pour lui donner des chocs électriques. Un jour, Deborah et Jacqueline ont été mises dans la fosse remplie d'eau. Gary demande alors à Josefina d'allumer l'interrupteur. Et imaginez la situation affreuse dans laquelle elle est, Josefina, à ce moment-là. Ça fait des semaines qu'elle élabore une relation de confiance avec Gary pour un futur plan d'évasion. Elle ne peut pas se permettre de refuser parce que ça éveillerait les soupçons de Gary. Alors, elle n'a pas le choix. Elle active l'interrupteur. Deborah Dudley décède sur le coup. Gary dira alors « Maintenant mes ennuis sont terminés, je peux enfin avoir du calme dans ce sous-sol ». Juste après ça, Gary fait signer une lettre d'aveu à Josefina pour l'impliquer dans le crime, pour pas qu'elle ait envie de le dénoncer ou de s'enfuir. Moi, Josefina Rivera et Gary Heidnik avons électrocuté Deborah Dudley le 18 mars 1987 en appliquant de l'électricité à ses chaînes alors qu'elle était assise dans un bassin d'eau au sous-sol du 3520 North Marshall Street. Mais pour éviter d'alerter le voisinage, cette fois, Gary met le corps de Deborah dans le congélateur et il attend quelques jours pour prendre une décision. Et puis, finalement, il décide de mettre le corps de Deborah dans sa voiture, de prendre Josefina avec lui et de conduire jusque la forêt de Pins Barren dans le New Jersey pour enterrer le corps. Pour Josefina, c'est le décès de trop. Depuis le début de cette histoire, vous ne savez pas vraiment qui est ce mystérieux Gary et je vais vous révéler qui il est vraiment. Et là, vous allez comprendre à quel point le système a échoué avec ce gars-là. Alors, Gary Heidnik est né le 22 novembre 1943. Il a grandi à Cleveland, en Ohio. Ses parents sont Michael et Helen Heidnik. Et il a un petit frère, Terry. Ses deux parents sont alcooliques et dans le couple, ça se passe pas bien. Alors, il divorce quand Gary est encore un jeune enfant. Il part vivre chez sa mère pendant un petit bout de temps et ensuite il va vivre définitivement chez son père. Et chez lui, Gary, il va vivre de nombreuses violences psychologiques. Pour vous donner un exemple, il faisait pipi au lit jusqu'à son adolescence et en fait son père, pour le punir, il étendait les draps souillés par la fenêtre pour que tout le voisinage puisse voir les draps. Un autre exemple, son père, il dessinait des cibles sur l'arrière des pantalons de Gary et Terry pour qu'ils puissent leur donner des coups de pied dans les fesses quand ils étaient à la maison. Et parfois même, il les obligeait à porter ces pantalons-là quand ils étaient à l'école. Et malheureusement, il se faisait victimiser par les autres élèves à cause de ça. Son père, il le pendait parfois par la cheville pour le punir, il l'affamait, bref, il a eu une enfance difficile. Mais malgré ça, Gary, il est bon à l'école, même très bon en fait. Son QI, il est évalué à 148, ce qui est vraiment au-dessus de la moyenne. Alors je sais pas combien est la moyenne exactement, je vais vous la mettre ici. C'est clairement un élève surdoué. Mais très tôt, ses aptitudes sociales lui font défaut. À l'école, il n'a pas d'amis, il n'arrive pas à nouer des liens avec les autres. Et en fait, il a ce problème aussi à la tête, il a la tête déformée. Et ça, c'est arrivé quand il a fait une chute, il avait 3 ans. Et à cause de cette chute-là, son crâne s'est déformé. Et il subit beaucoup de moqueries à l'école à cause de ça. Il se met très souvent en colère, il évite de faire des contacts avec les yeux avec les autres, il déteste les femmes, il leur crie après et il dit qu'elles ne sont pas dignes de lui parler. Bref, c'est un garçon très intelligent, mais socialement, il a des problèmes. Les années passent, Gary a maintenant 17 ans et il décide de rejoindre l'armée. Avec son QI élevé, il espère pouvoir décrocher plein de postes importants, mais malheureusement, toutes ses candidatures sont refusées. Alors, il est envoyé à San Antonio, au Texas, pour être entraîné comme infirmier. Et son supérieur dira de lui que c'est un excellent élément. Donc il fait sa formation, ça se passe bien, et après il est envoyé dans un hôpital de West Germany pour y exercer son nouveau métier. 3 mois après son arrivée à West Germany,
Gary commence à avoir des maux de tête, des étourdissements, sa vision se trouble, il a des nausées. Le médecin lui diagnostique une gastro-entérite, mais ce médecin remarque aussi qu'il a d'autres symptômes étranges, des symptômes de maladie mentale. Alors il lui prescrit des médicaments antipsychotiques. Et comme à l'armée, ton mental c'est très important, tout ça c'est suivi de près. Il a un autre rendez-vous médical quelques temps plus tard, et là il est diagnostiqué avec un trouble de la personnalité schizoïde, et il est démis de ses fonctions dans l'armée après 13 mois de service. La personnalité schizoïde, c'est une personnalité qui est un peu détachée des relations sociales, une indifférence à l'opinion des autres à son égard, une capacité limitée à exprimer ses émotions, une incompréhension globale des autres. Les mois qui suivent, il travaille comme infirmier civil dans un hôpital. Il fait quelques allers-retours aussi dans des cliniques psychiatriques à cause de ses problèmes mentaux. Et puis, il finit par être viré de son travail à cause de comportements rudes et déplacés envers des patients. On est en octobre 1971, Gary a 28 ans et il a plus d'emploi. Et au lieu d'en chercher un, il décide de fonder sa propre église. Elle s'appelle United Church of the Ministers of God. Et au début, il a 5 disciples. Il fera des réunions dans sa maison qui auront même lieu quand il tiendra les filles captives au sous-sol. Et devinez qui fréquentera son église, Sandra, bien avant son enlèvement. Et puis, il gagne de plus en plus de disciples. Et avec une série de manipulations, de promesses, il arrive à soutirer de l'argent à ses disciples. Il place cet argent dans un fonds d'investissement. Et 15 ans plus tard, il aura eu plus de 500 000 $ de gains. Et ça correspond à plus de 2 millions de dollars aujourd'hui. Plus tard, il aura 2 enfants, un avec une première femme et un autre avec une deuxième femme. Mais les services sociaux vont placer ces 2 enfants dans des familles parce que les mères ont des capacités mentales réduites et sont jugées inaptes à s'occuper des enfants. Et tout à l'heure, je vous disais que Gary avait un passé criminel. Écoutez bien ça. Gary, il a été arrêté pour kidnapping et viol de la sœur de sa deuxième femme qu'il a gardée captive pendant 10 jours dans son sous-sol. Et en fait, la police l'a trouvée enchaînée dans son sous-sol, sous-alimentée, malade. Elle avait contracté une IST, la gonorrhée. Gary a été chargé pour ces crimes-là. Il a été en hôpital psychiatrique pendant seulement 3 ans. Et il n'a pas fait de prison. Seulement 3 mois après sa libération, en 1984, il achète la maison au 3520 North Marshall Street. Cette maison deviendra un donjon de l'horreur. Mais les opportunités qu'avait la police d'arrêter Gary avant notre histoire, elles sont pas finies. Il rencontre une 3e femme, Betty, 22 ans, à travers les petites annonces dans le journal. En fait, elle vivait dans les Philippines, alors Gary lui achète un billet pour qu'elle vienne le rejoindre aux États-Unis. Ils se marient en 1985, 1 mois après l'arrivée de Betty. Mais leur relation se dégrade presque immédiatement après la signature de leur contrat de mariage. Il exigeait d'elle d'avoir des relations douloureuses, violentes. Il la force à le regarder avoir des rapports avec d'autres femmes, à participer des fois. Il l'obligeait à commettre des actes violents sur des personnes. Enfin bref, elle a vécu vraiment un enfer. Et elle connaissait personne aux États-Unis. Elle venait de débarquer là il y a peu de temps. Elle était totalement isolée, elle n'avait aucun soutien. Donc c'était très dur pour elle de partir. Mais un jour, elle tombe enceinte. Et là, elle se dit qu'elle veut pas de cette vie-là pour son enfant. Alors, elle trouve la force de le quitter en janvier 86, sans lui dire qu'elle était enceinte, parce qu'elle savait que si elle lui disait, il la laisserait jamais partir. Elle va voir la police et elle leur raconte tout l'enfer qu'elle a vécu avec Gary. Il est arrêté et il est chargé pour agression, viol conjugal et rapport déviant. Mais il n'a pas été incarcéré. Et est-ce que c'est à cause de ses maladies mentales? On ne sait pas. Mais en tout cas, il n'a pas fait de séjour en hôpital psychiatrique, il n'a pas été en prison, il n'a pas été incarcéré. Quelques mois plus tard, Betty donnera naissance à son enfant que Gary ne verra pas. Et Gary a maintenant 3 enfants qu'il ne peut pas voir. Et ça le met en colère. Ça l'obsède littéralement et il se dit qu'il lui faut un moyen pour qu'il ait des enfants que personne ne puisse lui prendre. Et il se met en tête de collecter 10 filles pour avoir des bébés. Il est déterminé à ne pas se faire prendre et il a un plan. On retrouve Joséphina qui se voit obligée d'accompagner Gary pour enterrer le corps de Deborah. Elle n'a pas le choix, elle joue depuis des semaines le rôle de l'amie, voire de la petite amie avec Gary, donc elle est obligée de le faire. Ils partent ensemble en voiture. Et là, Joséphina, elle voit pour la première fois en 4 mois le monde extérieur. Elle voit la lumière du jour, elle sent l'air frais, elle voit le monde enfin.
Mais elle cherche toujours pas à s'enfuir parce qu'elle sait qu'au moment où elle s'échappera, Gary y filera au sous-sol pour éliminer les preuves et donc les filles survivantes. Il s'arrête à un fast-food en cours de route et Josefina, elle voit du monde pour la première fois autour d'elle. Imaginez dans quel état elle doit être à ce moment-là. Elle doit avoir envie de hurler. Il y a plein de monde autour d'elle, il y a la serveuse, il y a les clients, c'est incroyable. Mais elle voulait pas rater son coup, alors elle dit rien. La serveuse du fast-food lui demande si tout va bien et elle répond oui merci avec les yeux de Gary braqués sur elle. Imaginez la pression. Ils vont dans la forêt de Pine Barren et ils enterrent le corps de Deborah là-bas. Les jours qui suivent, et comme cette expérience s'est bien passée selon Gary, il décide d'emmener Josefina faire du shopping. Il l'emmène aussi au garage pour réparer sa voiture et elle lui prouve sa loyauté. Elle crie pas, elle essaye pas de s'enfuir. Elle dort même dans son lit. Il pensait vraiment qu'elle était de son côté et elle fait absolument tout pour qu'il croie ça. Elle était clairement la seule porte de sortie des autres victimes. Il lui fallait le bon moment, mais elle n'était plus très loin de son but. Et puis Gary lui dit qu'il veut une autre fille. Josefina lui propose son aide, mais elle lui dit qu'en échange, elle doit parler à sa famille pour les rassurer et pour pas qu'ils se mettent à sa recherche. Gary hésite, mais là il se rappelle la lettre qu'il a fait signer à Josefina et qui l'implique dans le meurtre de Deborah. Vous savez, la lettre qu'il a fait signer le jour où Deborah a été électrocutée dans la fosse remplie d'eau. Alors finalement, il accepte. Le 24 mars 1987, il est environ 7 heures du soir et ils enlèvent une autre victime, Agnès Adams, une travailleuse du sexe dont Gary était client et que Josefina connaissait. Quand Gary et Josefina descendent Agnès au sous-sol, les autres filles elles sont choquées de voir Josefina aux côtés de Gary et ils pensent que Josefina est complice de cet enlèvement, mais Josefina ne peut pas leur dire ce qu'elle est en train de préparer. Donc elle garde sa façade et elle dit rien. Une fois Agnès enchaînée, Gary et Josefina remontent à l'étage et Gary doit maintenant honorer sa part du marché, emmener Josefina voir sa famille, ce qu'il fait. On est 5 mois après l'enlèvement de Josefina et le plan qu'elle élabore depuis si longtemps va enfin connaître une issue ce soir. Ils vont dans une station essence et Josefina dit à Gary qu'il peut attendre dans la voiture ou aller se prendre un café dans la station essence le temps qu'elle aille voir sa famille qui habite juste au coin de la rue à côté de la station. Elle sort de la voiture, elle marche lentement, d'un air détendu, mais son cœur bat à toute vitesse. Elle s'éloigne de la station essence et elle se dirige vers un croisement où elle se souvient qu'il y avait un téléphone public. Et franchement, c'est un coup de poker parce que le téléphone public il peut très bien avoir été détruit, pas fonctionné, en tout cas. Elle s'approche du fameux croisement et elle voit le téléphone au loin. Elle compose le 911. Quand on lui répond, elle sait exactement quoi dire. Elle s'est répété le même discours dans sa tête pendant des mois et des mois. Elle leur explique brièvement la situation et elle leur demande que des agents de police viennent la retrouver exactement là où elle se trouve pour qu'ils puissent ensuite intercepter Gary et l'empêcher de tuer les autres filles. Mais la police au bout du fil ne la croit pas. Il lui demande de répéter ce qu'elle dit, de confirmer et les minutes passent. Gary, lui, il attend toujours dans la voiture et si jamais il sort et qu'il la voit, c'est fini pour elle. Et puis, Josefina voit au bout de la rue un certain Vincent Nelson qui est un ancien ami à elle. Elle lui explique ce qui vient de lui arriver, mais il la croit pas et il continue sa route. Les minutes passent et Josefina attend seule dans la rue. Et puis, une voiture de police arrive enfin devant elle. Elle raconte son histoire, les enlèvements, les tortures, les abus, les autres filles enfermées dans le sous-sol. Et l'histoire paraît grosse, alors on la croit pas. Désemparée, elle montre les traces de chaînes qu'elle avait au poignet, aux chevilles, un peu partout. Et enfin, il commence à la croire. Elle monte dans la voiture de police et elle indique aux policiers où se trouve Gary à la station essence. Mais quand ils arrivent là-bas, la Cadillac blanche de Gary n'est plus là. Josefina, elle commence à paniquer, elle commence à penser aux autres filles qui sont enfermées dans le sous-sol. Et là, elle voit un peu plus loin une autre voiture de police avec Gary sur le capot, menottes au poignet. Leurs regards se croisent, mais Gary ne dit pas un mot et il est embarqué dans la voiture de police. Josefina donne l'adresse de la maison où les autres femmes sont détenues et ce que les policiers vont trouver là-bas va aller bien au-delà de ce qu'ils auraient pu imaginer. Ils découvrent 3 femmes émaciées, nues, enchaînées, recroquevillées sur le sol. Une autre est dans la fosse. Et à l'étage, ils découvrent des restes humains dans le four, dans une casserole et ils trouveront d'autres restes dans le congélateur.
et la mère de Sandra les avait prévenus depuis le début. Police say that they were led to Heidnick's house by a woman who told them that she had escaped from the basement. Gary est arrêté en avril 1987. Il est inculpé pour 2 meurtres au premier degré, 6 chefs d'enlèvement, 5 chefs de viol, 4 chefs d'agression sexuelle aggravée et 2 chefs de rapports sexuels déviants. Le tribunal il doit maintenant déterminer si Gary est apte à suivre son procès. Parce que vous vous souvenez, Gary a des troubles mentaux. Tout l'enjeu du procès repose pas mal sur est-ce qu'il est sain d'esprit ou non finalement. Et les avocats de Gary, évidemment, ils veulent plaider la folie. Ils l'habillent avec des vieux vêtements, ils lui disent de se laisser pousser la barbe. Et un de ses avocats a dit, je cite, « Si tu veux démontrer que quelqu'un est fou, il doit avoir l'air d'un putain de fou. » Et dans la stratégie des avocats de Gary, ils essayent de faire passer Josefina pour la tête pensante des opérations et Gary pour une simple marionnette. Ils disent que Gary était faible d'esprit et que Josefina était le cerveau derrière tout ça. Mais l'accusation, elle a vite démoli cette version parce que si Gary a demandé de l'aide à Josefina, ça voulait dire qu'il n'était pas fou. Et puis il a capturé des filles qui, pour la plupart, étaient mentalement handicapées pour avoir une emprise sur elles. Également, la manière dont Gary s'est débarrassé des corps, ça explique aussi qu'il n'était pas fou. Et puis tout l'argent qu'il a fait dans son église, ça le trahit. Il a fait plein d'investissements intelligents et son conseiller financier a même témoigné qu'il savait exactement ce qu'il faisait. Il calcule, il réfléchit et il fait clairement pas les choses par impulsivité. Et puis on apprend qu'il faisait semblant d'avoir certains handicaps mentaux. Quand il retenait les filles captives, il leur a dit « Vous savez, j'aurai jamais de problème. Je suis fou, vous voyez. S'il m'attrape et qu'il m'emmène devant un tribunal, je vais juste me tenir debout et saluer le monde. Je peux battre ces tests psychiatriques stupides. Je les connais très bien. Ils vont juste m'envoyer dans différents hôpitaux psychiatriques pendant que je recevrai ma pension d'invalidité. Et au moment où ils se rendront compte qu'un truc cloche, je serai partie. » On a aussi découvert que les victimes de Gary, c'était pas seulement les femmes qui retenaient captives dans son sous-sol. En fait, il faisait souvent venir des femmes chez lui qui l'abusaient, qui l'agressaient et qui laissaient repartir ensuite. Josefina, qui a assisté au procès, a dit qu'il a regardé personne, mais qu'elle était heureuse qu'il soit moins intelligent qu'elle. Après 16 heures de délibération, Gary Heidnik est condamné à la peine de mort. Il a été exécuté par injection létale le 6 juillet 1999 à l'Institut correctionnel d'État Rockview à Bellefonte en Pennsylvanie. Jacqueline a assisté à l'exécution et à aucun moment il a dit pardon, à aucun moment il a regardé dans l'audience. Elle dit qu'elle a tiré aucune satisfaction. Pour ce qui est de Josefina, elle a refusé d'y aller. Elle a dit qu'elle aurait préféré qu'il reste enfermé toute sa vie dans une cellule de 4 mètres carrés. Après le procès, et malgré que la justice ait été rendue, il restait des soupçons sur Josefina. En fait, les gens continuaient à penser qu'elle était complice et même certaines filles captives le pensaient aussi. On lui reprochait d'avoir participé à plus de tortures que nécessaire pour survivre. Après tout ça, chacune des victimes a reçu 30 000 $ de compensation. Josefina Rivera, elle a eu beaucoup de mal à se remettre de tous ces traumatismes, on peut la comprendre évidemment. Et même si elle n'a pas été accusée, ça a beaucoup impacté sa vie. Elle donnait très peu, voire pas du tout d'interviews parce que les médias la dépeignaient comme l'amie de Gary. Mais 28 ans après son enlèvement, elle trouve enfin le courage de donner une interview pour parler au public, pour partager ce qu'elle a vécu. We endured a lot. We really endured a lot. You know, it was like a day-by-day thing. It was just, each day was worse than the day before. The last few days, I knew I was going to get out of there one way or another. I mean, that was like my ultimate goal, was to make sure that he couldn't get to me and he couldn't get back to the other girls and get rid of them. Et puis, elle a rencontré un homme avec qui elle s'est mariée. Elle a déménagé près de la mer à Atlantic City. Elle s'est rapprochée de ses 3 enfants, qui eux aussi ont eu des enfants. Elle est devenue grand-mère. Et aujourd'hui, elle vit une vie beaucoup plus paisible, loin de son ancien travail, loin de la drogue. Elle travaille pour sensibiliser le public au danger de la violence domestique. Elle veut inspirer les autres victimes à avoir une vision positive de l'avenir. Et elle a même écrit un livre sur ce qu'elle a vécu, sur ce qu'elle a traversé dans ce sous-sol.
Un livre que j'ai lu et que je vous conseille très fortement de lire. C'est super intéressant, il y a beaucoup de détails. Malheureusement, elle a souvent des crises de panique. Il y a certains bruits qu'elle n'est pas capable d'entendre, certains bruits de télévision, le bruit des feuilles aussi qui crispent dans la forêt. Ça lui rappelle le jour où elle a enterré Déborah avec Gary. Et Josefina le dit dans son livre, elle adore se promener sur la plage et elle ramasse en fait des petits morceaux de verre qui ont été polis par la mer. Et je trouve ça super poétique parce qu'elle dit que ces morceaux de verre lui rappellent que comme dans sa vie, au fil du temps, les vagues agitées peuvent transformer un morceau de verre brisé en précieuse pierre lisse. Je trouve ça très joli. On a assez peu d'informations sur Lisa Thomas et Agnès Adams. Pour ce qui est de Jacqueline, elle vit à quelques kilomètres seulement de la maison, l'ancienne maison de Gary et Nick. I mean, it definitely looks like people are inhabiting the house because there's a satellite dish on top. Mm-hmm. They don't even know the history of the house. What does this place represent to you? How? Elle peut plus entrer dans des sous-sols maintenant. Elle a des flashbacks intenses qui l'obligent à prendre des médicaments. Elle a eu beaucoup de mal à se détacher de son passé. Et c'est elle qui blâmait le plus Josefina pour ce qu'elle avait fait. Mais après 30 ans, elles ont finalement décidé de s'asseoir ensemble et de parler. Et je trouve ça vraiment beau. Elles ont eu une longue discussion et Jackie s'est rendu compte que Josefina ne voulait pas ce qui est arrivé et que c'était probablement en fait le meilleur plan pour qu'elle puisse survivre. Donc elles sont devenues amies après toutes ces années. Maybe that's what we both missing out of our life, each other. Et je voudrais clore avec un petit passage du livre de Josefina. Je pourrais pas clore mieux en fait qu'avec ce passage-là. Qu'aurez-vous fait à ma place? Auriez-vous fait ce que j'ai fait? Je pense qu'aucun de nous ne peut savoir comment il réagirait dans des circonstances extrêmes avant d'y être, de les traverser. Je ne demande pas que vous ne me jugiez pas. Je sais que je vivrai avec le jugement des autres pour le reste de ma vie et longtemps après que je vivrai. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour une chose, survivre pour moi et pour les autres. Voilà pour cette vidéo. J'avais envie de, pour une fois, faire une vidéo avec une sorte de happy end, comme c'est pas vraiment une happy end parce qu'il y a quand même 2 victimes dans cette histoire et même plus si on compte toutes les victimes qui ont été abusées par Gary. C'est très très triste pour ces victimes, mais je trouve aussi que le parcours de Josefina est inspirant en quelque sorte. Je sais pas comment vous le percevez. Est-ce que vous pensez que Josefina aurait pu faire autre chose? Je trouve ça super intéressant d'avoir votre avis là-dessus. On a un petit passage de Bernadette qui vient vous dire coucou. Hi. J'espère que vous allez passer une bonne nuit, que vous n'allez pas faire trop de cauchemars. Et moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye.